Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ici c'est Othman connecté derrière la caméra et vous regardez D-App Coding, la première chaîne YouTube dans le monde francophone, dédiée à la blockchain et au développement d'applications décentralisées. Alors si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je vous invite déjà à vous abonner en bas, à mettre la petite cloche, comme ça vous recevrez mon contenu de manière exclusive tous les jours. Alors, nous allons continuer la discussion aujourd'hui et on va parler d'un point et un point très important et très central sur la blockchain. On va discuter les clés privées en crypto. C'est vraiment le cœur du sujet de la crypto-monnaie et l'industrie crypto-monnaie et l'industrie blockchain. Les clés privées, c'est ce qui fait que ça fonctionne. Donc, quelque chose que vous aidez à comprendre, c'est que cette clé privée, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et normalement dans les sciences IT ou dans l'informatique, on utilise les clés privées pour deux raisons principales ou deux applications principales. La première, c'est pour ce qu'on appelle encryption. Si je veux vous envoyer un message et que je l'envoie sur un réseau ouvert, par exemple à travers un réseau qui n'est pas sécurisé, peut-être que je vous envoie ce message sur un forum public. Alors, dans ce cas, vous avez plusieurs spectateurs ou plusieurs personnes qui ont accès à ce message. Voilà, c'est ça quand on envoie sur un réseau public un message. Donc, pour envoyer un secret à quelqu'un, il faut qu'on utilise ce qu'on appelle encryption, ou en français, c'est le cryptage. La deuxième application, on parle de la signature digitale. Et cette signature digitale, c'est vraiment lié fortement à l'identification ID. Ça veut dire l'identification, le domaine de l'identification. Et aussi le domaine de l'intégrité. Comment assurer l'intégrité d'un message? Si quelqu'un vous envoie un message, comment est-ce que vous pouvez vérifier l'intégrité ou l'identification de ce message? Et ça, c'est vraiment les fondamentaux du Bitcoin. Dans le Bitcoin, vous avez une crypto-monnaie et vous avez un réseau qui suit les différentes transactions entre personnes et entre adresses électroniques. Et sur chaque adresse électronique, nous avons une clé privée et une clé publique. C'est une paire de clés, en fait. Voilà, on va vraiment simplifier le sujet aujourd'hui et je voulais vous dire que chaque adresse électronique, chaque portefeuille électronique est bien évidemment monté sur la blockchain et nécessite la présence et l'utilisation de deux clés. Maintenant, je vais vous expliquer comment le cryptage fonctionne avec la signature digitale. Alors, ne vous inquiétez pas, tout va s'éclaircir dans quelques minutes. Je vous promets que ça va faire du sens par la suite. Alors, si on prend au début, on va parler du cryptage. Donc, cryptage. Cryptage, c'est la clé de succès de cette technologie. Donc, et c'est vraiment le cœur de cette session aujourd'hui. On va imaginer qu'on a une personne qui s'appelle Caroline. Caroline veut envoyer quelque chose à Paul.
la seule manière avec laquelle elle peut communiquer, c'est à travers un réseau ouvert et non sécurisé. Donc ça, c'est la manière conventionnelle. Il y a plusieurs personnes donc qui peuvent accéder à ce message. Tous ces gens, ils peuvent regarder le contenu, écouter le contenu et donc savoir ce que Caroline peut transmettre à Paul. Donc là, il faudrait qu'on parle du cryptage. C'est là où la clé privée et la clé publique interviennent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour que Paul reçoive les messages secrets, Paul va générer un numéro. Voilà, l'ordinateur de Paul va générer un numéro random, un numéro aléatoire. C'est pas très important ce que ce numéro signifie. Le plus important, c'est qu'il doit être aléatoire. Donc, Paul appelle ce numéro la clé privée. Il a généré un numéro aléatoirement et il va l'appeler sa clé privée personnelle. Il va le garder pour lui tout seul. Et après cela, à travers une formule spéciale, Paul va prendre cette clé privée et va générer ce qu'on appelle la clé publique. Donc, l'ordinateur de Paul va geler la clé privée, ce numéro aléatoire, et à travers une formule, le même ordinateur va générer une clé publique. Cette clé publique, elle est liée et dépend de la clé privée. Voilà, donc c'est dérivé. La clé publique, elle est dérivée de la clé privée de Paul. Donc cette clé publique, elle va être partagée sur Internet. Donc Paul peut mettre ce numéro sur son blog, sur son Facebook, peu importe. C'est vraiment pour que le grand public puisse accéder à Paul. Il y a une propriété spéciale de cette clé publique. C'est impossible que une personne prenne la clé publique et arrive à la clé privée. Mathématiquement et physiquement, c'est impossible. On ne peut passer que d'un chemin vers l'autre. Donc, le chemin inverse est impossible. Donc voilà, c'est une fonction unidirectionnelle comme on avait dit sur les sessions d'avant. Alors, si vous partez de la clé privée de la clé publique, c'est pas possible. Alors, la clé privée, elle est gardée secrète et Paul ne la partage pas avec n'importe qui. La clé publique, comme on avait dit, est partagée avec le monde entier. Maintenant, pour que Caroline puisse envoyer à Paul un message encrypté ou crypté, Caroline va prendre ce message et va le crypter grâce à la clé publique de Paul. Donc, Caroline va utiliser la clé publique de Paul pour crypter son message. Tout le monde peut accéder à la clé publique de Paul. Donc, Caroline va y accéder et va bien évidemment crypter ce message et personne ne pourrait le lire. Ce message, bien évidemment, Caroline peut y accéder et peut le lire parce que c'est elle qui l'a créé. Et quand Caroline va transformer ce message grâce à la clé publique de Paul, ça va donner une information que personne ne peut comprendre. Donc, la seule clé publique, la seule clé privée, qui débloque ce message, c'est la clé privée de Paul. Voilà, donc la liaison mathématique entre la clé privée et la clé publique,
c'est que la clé publique est générée à partir de la clé privée. La relation mathématique entre ces deux numéros, parce que ce numéro de clé privée est un numéro aléatoire, et la clé publique, c'est un numéro dérivé de la clé privée. N'importe quelle personne peut utiliser la clé publique pour encrypter son message. Par contre, pour décrypter le même message, on a besoin de la clé privée. Donc, si Paul perd sa clé privée, il ne pourra pas décrypter le message de Caroline. Mais si quelqu'un, public ou étranger, vole la clé privée de Paul, il pourra décrypter le message de Caroline et y accéder. Voilà, donc rappelez-vous, la clé publique c'est pour encrypter, la clé privée c'est pour décrypter. Voilà pourquoi c'est important, les amis, de garder sa clé privée sur lui. Parce que si quelqu'un copie cette clé privée et vous recevez un message privé ou encrypté, ces gens peuvent décrypter vos messages et accéder même à vos portefeuilles électroniques. Voilà, c'était sportif. Donc j'espère que vous avez compris cette première partie. Donc voilà comment le cryptage fonctionne. Franchement, c'est pas ce qui est utilisé dans la crypto-monnaie. Donc le cryptage est très utile, mais la crypto-monnaie, on utilise plutôt la deuxième application qu'on avait dit, qui est donc la signature digitale. Donc de signature digitale. Voilà. Digital LE. C'est au fait la vérification qui a envoyé un message particulier. Alors, on va dire maintenant qu'on a une personne qui s'appelle Bob. Ensuite, on a Alice ici qui m'envoie un message. Ce message-là n'a pas à être encrypté. C'est juste un message normal. Mais Bob, au fait, il veut vérifier que ce message a vraiment été envoyé par Alice et pas par une autre personne. Donc, ce que Alice va faire, c'est qu'elle va générer une clé privée, comme notre exemple d'avant. Donc, un numéro aléatoire sur son ordinateur. Ensuite, on a une clé publique qui va être dérivée. Et ensuite, elle va utiliser cette clé privée pour envoyer le message. Elle va signer au fait ce message avec sa clé privée. On parle d'une signature digitale. C'est une opération mathématique qu'elle va appliquer à ce message. Donc elle va prendre sa clé privée et signer ce message. Le message n'a pas à être encrypté. Ça peut être un message simple. Alors, pour l'instant, on va garder les choses simples. Elle a signé, donc Alice signe ce message avec sa clé privée générée. Donc, elle crée une signature ici qui accompagne le message. Bob va recevoir le message avec la signature et il va être mathématiquement capable de voir si cette signature vient de la clé privée qui a généré la clé publique. Voilà. Parce que la clé publique, elle est ouverte et disponible à tout le monde. Donc Bob va utiliser la clé publique pour voir la signature du message. Donc dans cet exemple, on utilise la clé privée pour signer notre message
et on utilise la clé publique pour vérifier la signature. Voilà, on a une boucle fermée comme ça entre Alice et Bob qui permet une confidentialité et une identification du message. Donc, basiquement, on a un message, on vérifie la signature. La clé publique, elle est partagée entre la personne qui envoie et la personne qui reçoit le message. La personne reçoit le message signé et vérifie grâce à la clé publique l'identité ou l'authenticité de cette signature. Voilà. Voilà comment les transactions du Bitcoin sont envoyées aujourd'hui. Parce que quand on envoie une transaction Bitcoin, votre clé publique signe la transaction. Donc, tout le monde dans le réseau peut voir que cette transaction a été signée par toi et que c'est toi qui as pu dépenser X nombre de Bitcoin. Donc, comme on a dit avant, le Bitcoin n'a pas de compte. Donc, on n'a pas un truc avec un email et un mot de passe. Ça n'existe pas dans le Bitcoin. Et après, vous avez à vérifier si votre email n'a pas été pris par quelqu'un d'autre ou déjà existant. Il n'y a pas cela dans le Bitcoin. On n'a pas un... Si on a une clé privée ainsi qu'une clé publique, ça fait un compte Bitcoin en fait. Donc, pour expliquer plus clair, on a la situation suivante. Quand on commence le portefeuille Bitcoin, donc portefeuille Bitcoin, votre ordinateur va générer bien évidemment une clé privée pour commencer. Et c'est un numéro aléatoire. Si votre ordinateur génère une clé privée qui a déjà été générée par quelqu'un d'autre, alors vous allez pouvoir récupérer cet argent chez quelqu'un d'autre. Mais les chances pour que ça arrive, c'est zéro. Pourquoi? Parce que honnêtement, on a plus de chances que notre planète arrête de tourner plutôt que vous tombiez sur la clé privée de quelqu'un d'autre. Parce qu'on parle de nombres très très larges. Pour définir ou deviner le numéro que quelqu'un d'autre a déjà défini, c'est pratiquement impossible. Voilà. Et heureusement d'ailleurs. Nous, comme humains, on n'est pas très bon et doué pour comprendre les numéros et comment ils sont larges et comment c'est impossible de les visualiser. Quand je dis aux gens que quand je dis à quelqu'un que son adresse de Bitcoin c'est juste un numéro aléatoire qui est généré et que théoriquement on peut avoir une collision, ça veut dire qu'on peut générer une clé privée que quelqu'un d'autre a déjà générée, mais ces numéros sont tellement larges que ça ne risque pas d'arriver. Voilà. Quelque chose à garder en tête, c'est que même quand on a un paquet de cartes avec 52 cartes, donc 52, et on va mélanger d'une manière aléatoire ces cartes, vous avez cette combinaison est 100% unique. La manière avec laquelle vous mélangez les cartes, elle est avec une aptitude où personne avant dans l'histoire de l'humanité va obtenir une combinaison comme vous. Ça a l'air pas du tout réel, mais dans le domaine de probabilité, croyez-moi que ça l'est. Vous devez, vous devez comprendre cela et vous devez comprendre que c'est impossible quand on génère. Alors sur Google, on peut s'amuser
à chercher les probabilités. Pardon. Alors, shuffling cards probability. Alors ici, vous avez si vous voyez les chances pour tomber sur... C'est 52 factoriel, voilà. Ça veut dire qu'on multiplie 52 par 51 par 50, etc., etc., jusqu'à ce qu'on arrive à 1. Donc, on a un nombre astronomical. Voilà. Astronomique, pardon. N'hésitez pas à vous renseigner sur les différences et le nombre de possibilités en, en rangeant les cartes et en mixant les cartes entre elles. Alors, les clés privées, c'est pas 52, c'est large comparé aux cartes. Le nombre de clés privées possibles est largement supérieur au nombre de possibilités pour obtenir la même combinaison de cartes. Voilà, donc si on a 52 factoriel, imaginez que pour les clés privées avec plusieurs caractères, ça va être encore plus complexe et plus impossible, on va dire, de faire. Alors, donc on continue notre histoire et notre explication. Le portefeuille Bitcoin, donc on va créer une clé privée et on va générer donc une clé publique. Et à partir de cette clé publique, on aura une adresse Bitcoin. Et dans les premiers jours, les premières semaines d'utilisation de Bitcoin, on utilisait la clé publique. Sauf que bon, après on a ajouté un niveau de sécurité au-dessus du Bitcoin en générant une adresse Bitcoin à partir de la clé publique. Donc vous comprenez qu'on a une première étape de clé privée, on a une deuxième étape de génération de clé publique et on a une troisième étape de génération d'adresses Bitcoin. Voilà. Et comme ça, vous intégrez le réseau et vous pouvez recevoir et envoyer des bitcoins sans problème si vous savez bien évidemment passer par ces étapes différentes. Alors quand vous voulez envoyer maintenant des bitcoins, vous devez utiliser votre clé privée pour signer votre transaction. Les autres membres vont savoir que vous avez signé. Si vous perdez votre clé privée, vous ne pouvez pas signer votre transaction, vous avez perdu vos bitcoins. Et si quelqu'un d'autre vient voler votre clé privée, il va pouvoir accéder à vos bitcoins. C'est pourquoi je répète, il faut garder vos clés privées secrètement gardées chez vous. Et quand vous recevez, bien évidemment, maintenant des bitcoins dans le réseau, dans votre adresse Bitcoin qui est liée à votre clé publique, alors vous pouvez lire et accéder à cette transaction et dépenser vos Bitcoins. Mais jamais ces gens ne peuvent, à partir de votre adresse Bitcoin, deviner votre clé privée. Ce n'est pas du tout possible. Dans ce domaine, on ne va que dans cette direction-là. Que dans cette direction. On ne peut pas aller sur la direction inverse, comme on a dit plusieurs fois. Voilà comment ça fonctionne. Voilà la différence entre la clé publique et la clé privée dans le domaine de cryptographie. Il y a deux applications. La première, c'est le cryptage. La deuxième, c'est la signature digitale. Dans le Bitcoin et la crypto-monnaie, on utilise plutôt les signatures digitaux. C'est pourquoi on a deux types de clés. Et j'espère que vous avez compris et que vous avez maintenant les facultés à différencier ce que c'est qu'une clé publique et une clé privée. Si vous avez raté le début de ces sessions, je vous invite avec le lien qui va s'afficher maintenant
à accéder à la playlist Introduction au Bitcoin pour connaître toutes les bases et ainsi pouvoir suivre les prochaines sessions où on va aller un peu plus dans le détail. Et je vous invite encore une fois à vous abonner, mettre un pouce bleu dans l'air et surtout mettre la petite cloche pour recevoir mon contenu de manière exclusive sur YouTube. Ça vous permettra d'être en avance sur les autres, d'apprendre les fondamentaux sur cette technologie et sur ce domaine très innovant et très récent. Et donc, je vous dis à très bientôt. C'était Othman de D-App Coding et je me déconnecte.